Dans une ville dominée par les gratte-ciels, un homme rêve d'entrer dans l'histoire de l'architecture contemporaine en construisant une tour révolutionnaire. C'est une vision radicalement différente de celle du super gratte-ciel du XXIe siècle. Voici l'histoire de la toute nouvelle création de New York. Le gratte-ciel le plus fin jamais construit à ce jour. On ne peut le comparer à aucun autre gratte-ciel dans le monde. Dans ce projet hors du commun, l'ancien et le moderne se mêlent pour fusionner deux bâtiments en un. C'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de facteurs inconnus. L'équipe se heurte à la roche la plus dure de toute l'île de Manhattan. Quelqu'un pourrait se tuer en marchant là-bas. À la moindre erreur, un siècle d'histoire risque d'être réduit en poussière. Rien n'est facile sur ce chantier. Tout est un vrai casse-tête. La Steinway Tower à New York est une nouvelle construction de l'impossible. Manhattan à New York. Cette île de seulement 59 km² compte une concentration de bâtiments étonnants. Depuis plus d'un siècle, la ville de New York est une pionnière en matière d'architecture verticale. Aujourd'hui, son paysage urbain est reconnaissable entre tous. New York est le berceau des gratte-ciels depuis toujours. Ici, la seule devise, c'est le profit. C'est la capitale du capitalisme. On a toujours exploité les terres pour de l'argent. Après plus de 200 ans à construire et à reconstruire, l'île de Manhattan est désormais saturée. Les architectes sont contraints de revoir les règles du jeu. Une nouvelle génération de gratte-ciel a vu le jour. Ces tours dominent de plusieurs mètres celles du siècle dernier et occupent moins de surface au sol. On les appelle les super gratte-ciels. Ces tours incarnent une nouvelle famille de gratte-ciel dans l'histoire de l'architecture verticale. Elles sont des symboles de l'avenir et représentent la grande invention du début du XXIe siècle. La petite dernière de la famille, située au numéro 111 de la 57e rue Ouest, sera la tour la plus haute et la plus étroite au monde. 435 mètres de haut sur 18 mètres de large. Si l'équipe qui se cache derrière ce coup de génie réussit son pari, l'architecte new-yorkais Greg Pasquarelli réalisera un rêve d'enfant. Quand j'étais petit, je pouvais voir de la fenêtre de ma chambre, dans Queens, le chantier du premier World Trade Center. J'avais une réplique en Lego sur mon bureau et je suivais la construction tous les jours par la fenêtre. Pour un architecte né à New York, avoir la chance de travailler sur un projet aussi extraordinaire est un rêve qui se concrétise. Depuis 20 ans, Greg Pasquarelli multiplie les créations innovantes. Mais rien de semblable à ce nouveau super gratte-ciel. Il faut accepter de faire le grand saut. C'est vrai qu'on avance en terrain inconnu, mais il n'y a rien de plus fascinant pour un architecte. Construire un super gratte-ciel à New York ne sera pas facile. Les plus anciennes tours de la ville occupent souvent un pâté de maisons entier. Celle-ci doit tenir sur une parcelle de 24 mètres sur 18, à peine plus large qu'un terrain de basket. C'est le projet de la densité. Il faut exploiter l'espace au sol dont on dispose et construire très haut, avec de très belles vues, au milieu d'une des zones les plus denses du pays. Le terrain est situé dans le quartier de Midtown, sur la 57e rue Ouest, au milieu d'une rangée de tours luxueuses surnommées Billionaires Row. Ici, les appartements au perché ont une vue dégagée sur Central Park et affichent des prix astronomiques. C'est l'un des quartiers résidentiels les plus chers au monde.
Pour les investisseurs immobiliers, le seul moyen de s'enrichir dans cette rue est de construire le plus haut possible. La vue sur Central Park est le moteur de ce projet et de tous les super gratte-ciel ici. C'est une chance inouïe d'avoir une telle vue sur le parc. C'est très difficile à obtenir et il reste si peu de terrain constructible à New York que la vue est une qualité très rare pour un appartement. Le terrain est à 2 rues de Central Park. Seul problème, personne n'a jamais construit de gratte-ciel dans un espace aussi restreint. Car plus une structure est haute, plus ses fondations doivent être larges. Voilà pourquoi ce terrain est resté inexploité pendant des dizaines d'années, jusqu'à ce qu'un investisseur en immobilier de luxe le rachète, au risque de perdre plusieurs millions d'euros. Ce terrain a été vendu, revendu et a changé de main une demi-douzaine de fois pendant les 10 ans qui ont précédé notre acquisition. Soit les propriétaires ne savaient pas quoi en faire, soit ils pensaient leur projet irréalisable. Cette fois, l'investisseur et les architectes pensent avoir trouvé la solution. Et pour la mettre en œuvre, ils ont dû racheter l'immeuble voisin pour la modique somme de 155 millions d'euros. Malheureusement, il ne suffit pas de démolir ce bâtiment pour augmenter la surface constructible, car il s'agit du Steinway Hall et personne n'a le droit d'y toucher. Inauguré en 1925 pour accueillir les salles de concert et de vente des célèbres pianos Steinway, le bâtiment est désormais classé. Il ne peut pas être démoli. La solution est donc de fusionner l'ancien et le moderne. Rénover le Steinway Hall en intégrant le tout nouveau gratte-ciel aux fondations d'origine. C'est un projet fou. Cette tour va mesurer 435 mètres de haut, une soixantaine de mètres de plus que l'Empire State Building. Pour que ces petites fondations puissent soutenir la plus haute tour résidentielle de Manhattan, il faut creuser sous le Steinway Hall. On voit bien où se trouve le monument historique. En fusionnant les fondations de l'ancien bâtiment et du nouveau, on va pouvoir construire une tour beaucoup plus haute que ce qu'on avait imaginé à cet endroit. Au niveau de la rue, une version entièrement rénovée du Steinway Hall donnera le ton. Sauf que le monument classé sera dominé par une tour ultra contemporaine. L'intérieur comptera 60 appartements de luxe. Le plus cher sera mis en vente à 50 millions d'euros. La vue sera spectaculaire. Une fois qu'on dépassera le bâtiment d'origine, il y aura encore quelques immeubles assez bas, d'une vingtaine d'étages. À partir de là, la vue sur Central Park, sur le cœur du parc, sera totalement dégagée. Plus on montera dans les étages et plus on dépassera les autres gratte-ciel de Manhattan. On pourra voir des montagnes à une centaine de kilomètres de là jusqu'à l'océan Atlantique. Du haut de ses 435 mètres, la Steinway Tower sera un hommage au gratte-ciel d'hier et d'aujourd'hui. L'architecte espère ainsi laisser son empreinte dans cette ville qu'il aime tant. Travailler à Manhattan est le rêve de tout architecte. Sur cette petite île, on peut admirer 200 ans d'histoire de l'architecture et l'émergence des premiers gratte-ciel. On peut voir comment ils ont été pensés et conçus tout au long du XXe siècle. C'est un défi car les meilleurs architectes au monde ont construit des bâtiments incroyables ici. Quand on sait qu'on va ajouter une nouvelle pierre à l'édifice, la barre est placée très haut. Les plans sont prêts. Mais construire une tour si haute sur un terrain si petit et l'intégrer à un monument classé relève de l'expérimental. Et à ce stade, rien ne permet d'affirmer que le projet est viable. Après les milliers d'heures passées à travailler sur ce gratte-ciel,
Le pire serait de découvrir qu'il n'est pas réalisable d'un point de vue structurel. Si jamais ça ne tient pas la route, personne n'en saura rien, donc ce n'est pas grave. Mai 2015. Sur la 57e rue Ouest, les travaux de la Steinway Tower ont déjà commencé. L'homme chargé de faire de cette vision une réalité s'appelle Anthony Vivello. On est en train de construire une tour de 435 mètres de haut. Résidentielle, ultra luxueuse, fine comme une allumette. Elle est encore plus étroite en haut et elle va dominer tous les environs. Malgré ses 30 ans d'expérience, Bon sang, tu peux pas mettre une poutre là! rien ne pouvait préparer Anthony Vivello à un tel projet. On travaille sur une surface toute petite. Construire une tour de 400 ou 500 mètres de haut sur un terrain aussi étroit est un cauchemar logistique. La taille de ce terrain, grand comme un mouchoir de poche, est loin d'être la seule difficulté. La première étape de la construction, les fondations, nécessite de creuser en profondeur. Et plus précisément, sous le Steinway Hall. Cela veut dire déplacer des centaines de mètres cubes de terre et de roches sans endommager le bâtiment classé. Toute l'équipe avance main dans la main et s'entraide. C'est le seul moyen de s'en sortir. Si on ne travaille pas en étroite collaboration, on n'y arrivera jamais. Une fois les fondations creusées, il faudra combler la fosse avec des armatures en acier renforcé et couler 360 tonnes de béton. L'équipe n'a que 6 mois pour terminer cette première étape cruciale. Les fondations vont déterminer tout le reste du calendrier. Sans forer, casser la roche et être sûr d'avoir les conditions rocheuses idéales, on ne peut pas couler les fondations ni construire la superstructure, donc on ne peut pas terminer la tour. Mais les ouvriers se heurtent rapidement à un mur. Comme si travailler à l'étroit n'était pas assez difficile, la roche est extrêmement dure. Tout Manhattan est construit sur un sol granitique. D'ordinaire situé à plusieurs mètres sous terre, ce granit est ici très près de la surface. Un sol dur permet d'ancrer un gratte-ciel en profondeur. Mais personne n'a jamais tenté de construire sur les fondations d'un autre bâtiment. C'est très difficile, car on n'a pas beaucoup de place et on utilise du petit matériel. C'est pénible, ça prend du temps et c'est très fastidieux. Tandis que les ouvriers continuent de se mesurer au granit, les fondations d'origine du Steinway Hall apparaissent peu à peu. Toute la difficulté consiste à travailler vite, sans endommager le bâtiment ancien. D'autant plus que sa pièce maîtresse se trouve juste au-dessus. C'est la rotonde, la superbe salle de concert du Steinway Hall. Ornée de marbre italien et surplombée d'un spectaculaire plafond peint, cette rotonde est l'œuvre des architectes de la gare de Grand Central. La pièce, à elle seule, est classée monument historique. Mais elle ne tient plus que sur des colonnes vieilles d'une centaine d'années. Ça, ce sont les colonnes existantes du Steinway Hall. On ne peut pas y toucher, car elles soutiennent le bâtiment sur lequel on va construire. Si on touchait à la roche, ces colonnes glisseraient et on se retrouverait avec des fissures dans les murs, les colonnes, les chappes. Voilà pourquoi c'est difficile. Quand les fondations seront enfin terminées, elles supporteront un gratte-ciel plus haut que l'Empire State Building, qui n'occupera pourtant qu'un 16e de sa superficie au sol.
C'est un bouleversement radical. On est contraint de repousser les limites de la conception et de l'esthétique d'un super gratte-ciel contemporain. Les dimensions démesurées de la tour nécessitent que son ossature soit extrêmement solide pour éviter qu'elle n'oscille au gré du vent. La technique employée la plupart du temps consiste à monter des colonnes, des fondations au sommet. Mais elles occuperaient un espace précieux. La solution des architectes, 2 murs de contreventement de 435 mètres de haut de part et d'autre de la tour. Ensemble, ils agiront comme 2 renforts latéraux et apporteront la rigidité nécessaire. Ça n'a jamais été fait à cette échelle. C'est très inhabituel, car on se retrouve avec une forte densité structurelle au niveau de 2 parois et une absence de structure au niveau des 2 autres. Cet élément définit toute l'esthétique du bâtiment. Pour s'assurer que la tour sera suffisamment solide pour résister aux éléments, les architectes font appel à des ingénieurs. Ils veulent sans doute le bloquer le plus possible. Ils savent comment dompter les forces de la nature. Notre travail consiste à examiner les plans du bâtiment et la façon dont il réagit au vent. On a construit une maquette de la tour et de son environnement pour la tester dans un tunnel à vent. Dans ce laboratoire installé à Toronto, au Canada, les ingénieurs peuvent simuler les effets du vent sur les super gratte-ciels. C'est le terrain expérimental des constructions de demain, où les rêves des architectes sont concrétisés ou brisés. On est les porteurs de mauvaises nouvelles, mais ça fait partie du processus. On propose ensuite des solutions pour rendre les projets réalisables. Voici la ville de New York et on se prépare à faire une simulation avec notre maquette d'études. 1024 capteurs de pression se cachent à l'intérieur de la maquette. Chacun enregistre la force exercée par le vent en différents endroits du bâtiment. Plus on monte en altitude et plus la vitesse du vent augmente. La pression augmente aussi considérablement. C'est ça qui rend les gratte-ciels plus vulnérables. Au pied du gratte-ciel, les constructions environnantes font office de paravent. Mais 400 mètres plus haut, les capteurs ont détecté un grave problème. Le vent fait bouger le sommet de la tour. Sur cette maquette, le mouvement est imperceptible. Mais à l'échelle réelle, il pourrait se calculer en mètres. Une expérience terrifiante pour toute personne qui se trouverait à l'intérieur. On souligne en effet des problèmes qui sont parfois difficiles à entendre. Mais notre rôle consiste aussi à redéfinir ce qui est possible. La réponse des ingénieurs est radicale. 3 étages d'appartements luxueux doivent être sacrifiés. Ils seront laissés ouverts pour permettre au vent de s'engouffrer. C'est un compromis coûteux, mais c'est le seul moyen d'empêcher la tour d'osciller. Septembre 2015. Ce sera fait aujourd'hui ? À 15 mètres sous terre, la fosse censée accueillir les fondations est enfin prête. L'étape suivante consiste à installer des éléments structurels essentiels, les pieux, des barres en acier destinées à ancrer le gratte-ciel dans le sol. Cette tour est très fine, avec une base très réduite. Et elle est très haute. Ça veut dire que les charges sont beaucoup plus élevées qu'avec une base large. Pour ancrer le gratte-ciel dans le sol en granit, son poids est réparti entre 200 pieux. Chacun d'entre eux agit comme un élastique tendu au maximum, ce qui génère une force considérable.
Cette force va empêcher la tour d'osciller sous l'effet des vents violents. En raison de la base étroite, les pieux sont très rapprochés les uns des autres et leur pose est beaucoup plus longue que prévu. Mais ce travail ne doit en aucun cas être bâclé. Si on fait une erreur ici, elle sera multipliée par 10 plus haut. Tout doit être parfait à ce niveau pour que la tour soit parfaite. Mars 2016. La tour est en construction depuis plus de 2 ans. Elle n'a pas encore surgi de terre, mais les fondations sont terminées. Avec 4 mois de retard, tous les pieux sont enfin en place. Les colonnes d'origine du Steinway Hall ont été consolidées et le super gratte-ciel dispose désormais d'une base solide. Installer tous ces renforts métalliques et construire des murs en béton au sein d'un bâtiment ancien est extrêmement compliqué. On est très heureux d'en être arrivé à ce stade. La Steinway Tower peut maintenant s'élever vers le ciel. Après 2 ans de travaux interminables, le moment est venu de passer à l'étape suivante du projet. C'est quoi le problème? Le directeur des travaux, Anthony Vivello, Rob, où es-tu? peut lancer la phase d'élévation. Aujourd'hui, son équipe va couler la dalle de béton qui constituera le rez-de-chaussée de cette tour de 82 niveaux. En cas de problème, viens me voir. On est enfin sorti de terre. Ça fait 2 ans qu'on est dans ce trou. On s'est heurté à la roche la plus dure de New York. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les ingénieurs qui ont 30 ou 40 ans d'expérience. Tout ce qu'on fait ici est novateur, totalement dingue, difficile. Le rez-de-chaussée est une étape capitale. Bonjour. Comme la surface au sol est réduite, la tâche est très complexe. Ça va être de ce mur jusqu'à 12 mètres plus loin. C'est tout. Il y a 12 ou 13 niveaux différents sur cette surface. Normalement, les dalles sont sur un seul niveau. Mais là, il y en a tellement que rien n'est simple. Rien sur ce chantier n'est facile. Tout est un vrai casse-tête. Il faut 360 tonnes de béton haute résistance pour couler cette dalle. Et une fois qu'il commence à couler, impossible de l'arrêter. La dalle doit constituer une masse solide parfaitement homogène. Si des fissures se forment à l'intérieur, c'est tout le bâtiment qui sera fragilisé. Le premier camion toupie doit arriver d'ici quelques minutes. Anthony Vivello ordonne à son équipe de vérifier une dernière fois le coffrage, censé retenir le béton le temps du séchage. Je n'ai jamais eu à couler une dalle aussi complexe. Le béton est très liquide. Ça veut dire qu'il coule très vite, mais aussi qu'il s'infiltre partout. Il y a un risque de fuite. S'il y a une fuite, on est mal, les gars. Si jamais on a une fuite, il faudra la colmater tout de suite. Sinon, elle va ralentir le travail et nous faire perdre encore plus de temps. À 9 h, le premier des 19 camions toupies se met en position à l'arrière du chantier, sur la 58e rue Ouest. L'opération commence pile à l'heure. Il coule bien. Un peu trop liquide, mais ça va. À l'heure où je vous parle, tout se passe bien. On est en bonne voie pour l'instant. Malheureusement, ça peut changer à tout moment. On croise les doigts.
Dans la rue, un deuxième camion prend immédiatement le relais du premier. C'est une course contre la montre. Et à 14 h, les 2/3 de la dalle sont coulés. On en est au 12e camion. Ça fait 120 mètres. On doit couler 190 mètres, soit 7 camions de plus. Je ne vais pas vous mentir. Oh, attention! Je commence à être content. Tout se passe bien? L'opération sera bientôt terminée. C'est le 14e camion. Il doit en rester 4 ou 5. Tandis que le directeur des travaux compte les camions dans la rue, 15. à l'intérieur, Tout le monde descend! son pire cauchemar devient réalité. Il y a une fuite dans le coffrage. Le béton est en train de se répandre, et ce, depuis longtemps déjà. Dites-moi ce qui se passe. Pas maintenant, s'il vous plaît. Je vais m'énerver. C'est une catastrophe. Bon sang! L'équivalent d'un demi-camion s'est déversé au sous-sol. Vous n'avez rien vu? Qui est censé surveiller? Quelqu'un a fait preuve de négligence, et Anthony Vivello est furieux. Expliquez-moi comment personne n'a rien vu. Il y a 5 mètres par terre et personne n'a vu la fuite? J'y crois pas. Dans la rue, les camions s'accumulent, prêts à livrer leur précieux chargement. Mais la priorité est de colmater la fuite et d'évacuer le surplus de béton avant qu'il ne prenne définitivement. Bande d'amateurs! Il faut 1 heure pour réparer les dégâts. Le travail peut enfin reprendre. Super! 8 heures après l'arrivée du premier camion, la dernière goutte de béton est coulée. Je suis soulagé. Je suis ravi que ce soit fini. Cette étape cruciale de la construction est achevée, non sans quelques sueurs froides. On a enfin coulé la dalle du rez-de-chaussée, après des travaux de fondation très longs et pénibles. On va être content de pouvoir marcher dessus. Et maintenant, ça va aller plus vite. J'espère que ce sera plus facile. Au fil des mois, le super gratte-ciel commence à prendre forme à côté du Steinway Hall. Pour que cette tour devienne un monument incontournable, les architectes ont eu une idée. Leur arme secrète, la terre cuite. On cherche à exploiter l'ADN des matériaux historiques, comme la terre cuite, d'une façon nouvelle, pour dessiner une silhouette dans le ciel qui soit caractéristique de New York, tout en étant du jamais vu. La terre cuite émaillée s'est imposée dans l'architecture américaine à la fin du 19e siècle. Résistante, ininflammable et facile à travailler, elle a servi à décorer certains des monuments les plus emblématiques de New York. Mais chaque panneau devait être fait à la main, ce qui demandait un temps précieux. Depuis, les techniques de fabrication ont beaucoup progressé, et les architectes de la Steinway Tower pensent que l'heure est venue de réintroduire ce matériau. On veut se servir de ce matériau car il est intemporel. Mais comment l'adapter à notre époque? C'est ça l'exploit. On ne doit pas se tromper.
les architectes se mettent en quête d'une entreprise capable de relever le défi. Leurs recherches les conduisent dans le nord-ouest de l'Allemagne. Cette petite usine, située au bord du Rhin, va bientôt entrer dans l'histoire de l'architecture contemporaine. Pour tous nos ouvriers, c'est une grande réussite de travailler sur un projet aussi important. Quand ils verront le gratte-ciel à la télévision, ils se souviendront d'avoir travaillé sur ce bâtiment et verront les panneaux qu'ils ont eus entre les mains. Depuis 20 ans, Klaus Bayer et son équipe travaillent à moderniser ce matériau ancien. Leurs nouvelles techniques leur permettent de produire des tuiles de forme complexe, plus grandes et plus solides. Cette terre cuite émaillée possède également une qualité essentielle pour un bâtiment urbain. La poussière ne peut pas y pénétrer. Voici l'un des panneaux destinés à la Steinway Tower. Comme vous le voyez, il a une forme complexe. Ce genre de forme, pour beaucoup de fabricants, est impossible à réaliser. Mais pour nous, elle est habituelle. C'est ce qui a plu à l'architecte. Il nous a expliqué quelle forme il voulait obtenir et on l'a aidé à concrétiser ses idées. Les panneaux produits par cette usine de 260 ouvriers recouvrent des constructions ultramodernes dans le monde entier. Mais ceux conçus pour le gratte-ciel de New York présentent des difficultés nouvelles. La première est de taille. Il en faut 45 000. Voici l'une des formes utilisées pour le gratte-ciel. Comme vous le voyez, elle est assez compliquée. N'oubliez pas qu'on doit respecter les dimensions au millimètre près. On doit réaliser 61 formes différentes. Et pour toute la tour, il faudra qu'on fabrique 45 000 pièces comme celle-ci. Les machines ont beaucoup évolué, mais le procédé de fabrication n'a que très peu changé au fil des décennies. L'argile naturelle est toujours broyée, humidifiée, moulée et cuite. La différence majeure vient de l'échelle de la production et de la gamme de couleurs. Afin d'ajouter de la texture à la façade du gratte-ciel, l'équipe a créé 5 teintes différentes. Une fois en place, les panneaux formeront un motif qui évoluera à mesure que le soleil tournera autour du bâtiment. L'idée était de jouer avec la composition de l'émail pour que, pendant la cuisson, il coule dans les creux de la tuile et crée une couleur plus intense. Comme ça, au soleil, l'ensemble des panneaux donnera l'impression d'une matière vivante, tout en conservant l'aspect traditionnel, fait à la main. Une fois les formes et les couleurs validées par les architectes, la production peut commencer. Voici l'un des fours où les panneaux sont cuits pour la Steinway Tower. Je précise, car c'est important, à la sortie du four, chaque pièce fait l'objet d'un contrôle qualité. Le jour où la première production de masse sort de nos fours, même au bout de 20 ans à travailler dans cette usine, on est toujours très impatient. Une fois contrôlés, les premiers panneaux sont préparés pour le transport vers New York, leur destination finale. Novembre 2016. Le gratte-ciel est désormais au niveau du 11e étage du Steinway Hall voisin et déjà, la grue de 70 mètres a atteint sa hauteur maximale. Sa grande sœur est attendue ce matin. La nouvelle grue à tour sera fixée à la paroi du bâtiment et sera déployée au rythme de la construction. Pat Feehan est responsable des opérations de montage et d'assemblage. Après cette voiture, déviez tous les véhicules sur l'autre fil. En temps normal, installer une nouvelle grue ne devrait pas poser problème. Mais les fêtes de Thanksgiving approchent
Et Pat Sheehan n'a que 24 heures pour agir. Ce week-end, c'est le début de l'embargo lié aux vacances. La municipalité interdit toutes les opérations qui impliquent des grues mobiles pendant 2 mois. Donc, c'est mauvais pour nous. Tout doit se passer exactement comme prévu. Au moindre retard, le chantier sera repoussé de plusieurs semaines. Les conséquences à long terme seraient financièrement dramatiques. Ne laisse passer que les ambulances et les bus. La première section de la grue arrive à 6 heures du matin. D'ordinaire, elle serait assemblée sur le chantier. Mais ici, c'est tout simplement impossible. Le site est cerné par des immeubles de tous les côtés. Il n'y a qu'une seule solution, l'assembler dans la rue. La grue nécessaire à l'assemblage peut soulever plus de 300 tonnes. Elle doit être positionnée avec une extrême précision. Dans le cas contraire, elle risque de s'effondrer sur la chaussée et d'endommager la base du gratte-ciel en construction. On doit coordonner l'emplacement exact des pieds. On dirait que c'est fait au petit bonheur la chance, mais en réalité, il faut beaucoup de calculs savants pour placer ses pieds au bon endroit. Ils reposent sur les fondations qui ont été coulées pour la tour. Ça faisait partie des calculs pour positionner la grue. À 8 heures, la grue mobile géante est en place. Une autre grue est nécessaire. La grue à nacelle va aider à la montée, et quand ce sera fait, on pourra commencer à assembler la grue à tour. C'est extrêmement dangereux. Si ça tournait mal, ce serait catastrophique. Pour ne rien laisser au hasard, chaque étape a été planifiée et validée par le bureau des permis de construire de la ville. L'inspecteur dépêché sur les lieux doit s'assurer que le plan est respecté à la lettre. Et c'est un homme particulièrement exigeant. L'objectif est d'assurer la sécurité de la population. On doit protéger des milliers de personnes chaque jour. Donc, cette grue doit être montée correctement et répondre aux normes de sécurité. Dans le cas contraire, on suspendra tout et on renverra tout le monde chez soi. Alors qu'il contrôle les documents administratifs et les plans, l'inspecteur détecte un problème. Je comprends ce que vous dites. Il manque un document important. Tant que personne ne retrouve sa trace, les opérations sont interrompues. On ne peut pas monter la grue. L'incident fait perdre un temps précieux. Il a sauté sur l'occasion pour tout arrêter. C'était sans appel, sans appel. Il y a un règlement à suivre. Et s'ils ne le respectent pas, je dois les verbaliser et interrompre le travail. Il pourrait y avoir des blessés. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Au bout de 50 minutes de recherche, l'équipe a enfin une lueur d'espoir. Et c'est quoi cette date, le 28? Le 28 septembre. D'accord. Ce document est la version révisée qui a été envoyée à vos services. Je vais monter imprimer le document. Ne bougez pas, je vous l'apporte. Une fois le document retrouvé, l'inspecteur est satisfait. Si le bureau l'a validé, on peut y aller. Super, merci. Mais l'heure tourne. On était à 2 doigts de devoir tout arrêter. Après des semaines d'organisation, de réunions et de coordination. C'est très frustrant. Mais ça y est, on a imprimé les emails pour l'inspecteur qui a confirmé qu'il avait tout. On va pouvoir y aller. Pendant 2 heures, l'équipe assemble la grue de 65 tonnes aussi vite que possible. À 13 heures, elle est enfin en position et la construction de la grue à tour peut commencer. Mais c'est sans compter un nouveau contretemps. On nous a annoncé du mauvais temps pour ce soir et demain. Donc on doit se dépêcher. Ça a l'air bien parti, mais c'est très serré. On doit impérativement terminer aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre alternative. On doit mettre les bouchées doubles. C'est tout. Alors que le soleil se couche sur New York,
la température devient glaciale. L'équipe doit terminer sa mission coûte que coûte. La nuit sera longue. « 8 heures, le dimanche de Thanksgiving. L'équipe a travaillé sans relâche depuis 24 heures. Dans la 57e rue Ouest, une nouvelle grue à tours domine désormais le quartier de Midtown. Pat Fian a réussi. On est très content car c'est un grand pas. C'est une opération cruciale qui va nous propulser à l'étape suivante. Cette grue va nous accompagner jusqu'à la fin du chantier. Le super gratte-ciel aura bientôt la tête dans les nuages, si tout va bien. Juin 2017. La Steinway Tower est en construction depuis maintenant plus de 3 ans. Elle approche des 100 mètres de haut. Les travaux de rénovation du monument historique à ses pieds, le Steinway Hall, sont désormais achevés. La façade en pierre calcaire a été entièrement ravalée et les dorures ont retrouvé tout leur éclat. Derrière le Steinway Hall, le super gratte-ciel comptera bientôt 20 niveaux. Quand je repense aux prémices du projet, je m'émerveille chaque jour que cette tour soit en construction. C'est pour ça que je me tords le cou tous les jours pour constater qu'elle ne cesse de grimper. Maintenant que la construction de l'extérieur suit son cours, les architectes d'intérieur peuvent se mettre au travail. Cette tour résidentielle est destinée à une clientèle d'élite et le moindre détail est pensé dans le but de séduire les futurs propriétaires. Depuis plus de 160 ans, avant même l'apparition des premiers gratte-ciel, la fonderie P.E. Guérin fabrique la quincaillerie la plus chère du marché. Mais au fil de sa longue histoire, elle n'a jamais dû répondre à une commande de cette envergure. Tous les produits commandés par la Steinway Tower vont nous demander 2 ans de travail. Tout est à une échelle stupéfiante. Aujourd'hui, l'équipe termine les dernières poignées de porte, sculptées à la forme du gratte-ciel. Pour chaque poignée, un moule unique est rempli de cuivre liquide, chauffé à 1000 degrés. Le cuivre repose ainsi dans le moule pendant 15 minutes. Il est ensuite refroidi, travaillé et limé. On imagine à quel point c'est fastidieux quand on le regarde travailler. Il va passer des heures à limer cette pièce. Une seule poignée de porte nécessite 2 longues journées de travail. Mais lorsqu'un client paie le prix de la qualité, il doit obtenir la perfection. D'habitude, les investisseurs veulent faire moins cher et plus vite. La simple idée qu'ils prennent le temps d'attendre qu'on fabrique tout à la main dépasse l'imagination. Tandis que la tour s'élève lentement mais sûrement, les premiers panneaux en terre cuite sont posés sur la façade. Ils ne sont pas simplement décoratifs. Leur forme incurvée va contribuer à réduire l'oscillation au sommet de la tour. Pourtant, malgré ces panneaux, les 3 niveaux ouverts et les murs de contreventement, le gratte-ciel continue de tanguer dangereusement sous l'effet du vent. Au Canada, les ingénieurs doivent impérativement apporter une solution. Si on ne prend pas en compte le mouvement au sommet de la tour, on risque de construire un gratte-ciel dans lequel personne ne voudra habiter. La réponse est de neutraliser l'oscillation. Cela nécessite d'installer un amortisseur harmonique qui fonctionne comme un pendule. Mais après avoir supprimé 3 étages habitables, les ingénieurs ne peuvent pas sacrifier davantage d'espace. L'amortisseur doit être installé tout en haut de la tour, là où il fonctionne le mieux.
En augmentant la capacité d'amortissement, on permet à des architectes de construire des bâtiments qui, sans ça, seraient à peine habitables. Les ingénieurs ont élaboré une solution compacte. En superposant deux blocs indépendants, d'un poids total de 725 tonnes, ils ont fabriqué l'amortisseur harmonique le plus lourd au monde. Il sera installé au sommet de la tour, là où la structure est la plus étroite, afin de ne pas empiéter sur un précieux espace habitable. Associé aux autres mesures de stabilisation, ce pendule devrait enrayer définitivement toute sensation de balancement. Novembre 2017. La Steinway Tower atteint le 28e étage et les panneaux aérodynamiques en terre cuite bardent d'importantes sections de la façade. La tour a dépassé 150 mètres et elle est désormais visible de Central Park. Quand elle sera terminée, elle sera presque 3 fois plus haute. À ce stade de la construction, ses créateurs se heurtent à une nouvelle difficulté, liée une fois encore à la base très réduite du gratte-ciel. En travaillant sur le projet, on s'est aperçu qu'on avait une surface au sol très limitée. Les appartements ont besoin d'ascenseurs à passagers et d'ascenseurs de service. Mais installer 4 cages occupe un espace habitable considérable. Des acheteurs prêts à dépenser 50 millions d'euros dans un appartement de grand standing n'ont sans doute pas envie d'emprunter les escaliers. Pour résoudre ce problème de transport vertical, les architectes se tournent vers la plus célèbre entreprise d'ascenseurs de l'histoire. On va parler du numéro 111, 57e rue Ouest, qui est une construction tout à fait unique, très haute et très étroite. En 1853, Elisha Otis présente son système d'ascenseur à frein lors de l'exposition universelle de New York. Son invention révolutionne l'accès aux immeubles à étages et les premiers gratte-ciel ne tardent pas à voir le jour. Au fil de son histoire, l'entreprise va concevoir des ascenseurs pour l'Empire State Building, la Tour Eiffel et plus récemment la tour Burj Khalifa, haute de 830 mètres. Mais les ascenseurs de la Steinway Tower n'ont pas simplement besoin de monter très haut. Au début, j'ai pensé qu'on avait simplement 2 ascenseurs, rien de bien sorcier. Mais j'ai vite compris que les contraintes d'espace rendaient le projet très compliqué. Il présente des difficultés uniques. D'ordinaire, les gratte-ciel résidentiels comptent des cages d'ascenseurs multiples. Mais cette tour ne doit pas en compter plus de 2. Pour faire en sorte que les occupants n'attendent pas plus de 5 minutes, les 2 ascenseurs doivent transporter des passagers. Il n'y a pas de place pour un ascenseur de service, pourtant essentiel à la maintenance des gratte-ciel. Le problème semble insoluble. Comme la surface au sol est très réduite, il n'y a pas de place pour un ascenseur de service. La solution est un ascenseur à 2 étages. La première cage contiendra un ascenseur public dernier cri. La seconde sera dotée de 2 cabines, une pour les passagers et une pour le service. Un palier ne sera pas nécessaire car les ascenseurs s'ouvriront devant la porte des appartements. C'est un service VIP. Rien d'extraordinaire à New York. Tandis que la construction des ascenseurs est lancée, la Steinway Tower a atteint 200 mètres, soit la moitié de sa hauteur finale. Seul problème, la tour était censée être terminée il y a 2 mois. Il reste près de 40 étages à construire et les aménagements intérieurs n'ont même pas commencé. Juin 2018.
Les occupants du super gratte-ciel auraient dû emménager depuis longtemps. Mais la tour est loin d'être terminée. Il manque encore plus de 30 étages. La complexité du projet et les contraintes financières ont eu raison du calendrier initial. La fin des travaux est désormais prévue pour 2020. Son architecte savait que le projet était ambitieux. On vient de passer les 275 mètres. C'est une tour très difficile à construire, mais on est très confiant. Plus la façade prend forme et plus on est content, car elle est aussi belle, si ce n'est plus que dans nos rêves les plus fous. Après s'être heurté à la roche la plus dure de Manhattan, avoir mêlé l'ancien et le moderne, et élaboré des solutions révolutionnaires, l'équipe est persuadée que le plus dur est passé. Regarder la tour se construire est très grisant. À chaque nouvel étage, la forme et la façade finale se dessinent un peu plus. Et on devine le résultat tant attendu. Quand c'est encore plus beau que ce qu'on espérait, ça fait vraiment très plaisir. La Steinway Tower continue sa folle ascension au-dessus de Manhattan. On repose les bases de l'architecture qu'on aime tant à New York depuis si longtemps, tout en épousant la modernité d'un super gratte-ciel. J'ai vu le bâtiment se construire et je ne crois pas qu'on puisse le comparer à un autre gratte-ciel dans le monde. La Steinway Tower est en passe de devenir un chef-d'œuvre au sein d'un paysage urbain légendaire. Greg Pasquarelli a exaucé son rêve d'enfant. J'ai grandi à New York. Parvenir à construire le gratte-ciel le plus fin au monde dans cette ville permet de redéfinir l'architecture de ce type d'ouvrage et ouvre des possibilités infinies pour l'avenir.